Merci infiniment de votre invitation. Je suis très honorée, moi aussi, d'être ici ce soir avec vous. Et je vais donc vous présenter cette recherche qui a été menée pendant de longues années par 3 personnes. Donc je représente là une des 3, les 2 autres étant une ethnologue, Véronique Moulinier, et un démographe historien, Jean-Claude Sangoy, les 2 étant d'ailleurs des anciens étudiants que j'ai formés et qui sont devenus des collègues par la suite, avec lesquels je travaille régulièrement. Alors, l'exposé de ce soir porte comme titre, effectivement, de mère en fille, la transmission de la fécondité. Une femme peut-elle donner naissance à un enfant quand elle est en âge d'être grand-mère ? Cette question du temps adéquat pour mettre des enfants au monde s'est imposée à nous par la voix de femmes interrogées dans le cadre d'une recherche sur la ménopause. Plusieurs de leurs récits évoquent des scandales et mettent en scène le destin tragique de familles entières dans lesquelles la norme du bon âge pour procréer aurait été transgressée. Ainsi, par exemple, lorsque dans les années 1960, dans un village du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, à la campagne, une mère âgée de 35 ans et sa fille ont accouché simultanément, dans la même clinique, les parents et amis dirent en avoir été tellement honteux et vexés qu'ils n'ont pas voulu faire la visite à la clinique. Pourquoi une telle réaction à cette époque, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en fiche, c'est le terme qu'on emploie, en particulier c'est la dame qui nous raconte ça, dit maintenant tout le monde s'en fiche. Pourquoi parler de honte ? Pour élucider le contenu de normes implicites dont la transgression marque encore le souvenir de ces femmes, nous avons mobilisé de manière conjointe les outils et méthodes de 2 disciplines, l'anthropologie d'un côté et la démographie historique de l'autre. Cette recherche, donc mariant enquête ethnographique et approche statistique, comme je vous le disais, a été menée par 3 chercheurs, plus, je devrais dire aussi, une étudiante de DEA qui a beaucoup travaillé avec nous, donc 4. Revenons tout d'abord aux enquêtes ethnographiques. Là, dans le cadre de sa recherche sur la ménopause et sur l'hystérectomie, c'est-à-dire le fait d'enlever l'utérus, que dans notre région on appelle la totale, je ne sais pas si c'est un mot qui est utilisé ici, Véronique Moulinier a recueilli des propos assez étonnants. Ses interlocutrices étaient des femmes de plus de 50 ans, nées entre les années donc 1910-1940. Donc je vous disais qu'elles habitaient dans un bourg rural du nord du Lot-et-Garonne. Elles appartiennent au milieu ouvrier. Il y a une usine là qui est toujours en activité. Et Véronique est elle-même fille d'ouvrier et elle connaît tout le monde. Et disons qu'elle partage avec la population une fréquentation ancienne depuis qu'elle est née. Et donc, elle écoute tout le temps. Donc, on ne peut pas dire qu'elle fasse une enquête de terrain précisément dans son village, mais elle écoute les gens parler. Et elle est très bonne pour écouter et pour faire parler. Que disent les femmes de la totale, puisque c'est le mot employé ? Eh bien, elles disent que cette opération est attendue avec une certaine impatience. En tout cas, elle n'est ni redoutée ni refusée. Plus encore, les femmes semblent chercher cette opération, lisant tous leurs troubles menstruels comme liés à l'imminence de la ménopause. Et cette imminence est annonciateur de la nécessité de faire cette totale. Et quand le médecin refuse de leur prescrire la totale, ce qui est rare, elles n'hésitent pas à en chercher un autre, plus conciliant, qui leur fera la prescription. Et une fois que l'opération est faite, les commentaires sont toujours les mêmes. « Je suis soulagée maintenant », disent-elles. « Bon débarras ». Et soulagée de quoi ? De quel poids ? Débarrassée de quoi ? D'une maternité potentielle ? Ou plus simplement des assauts du mari ? Il est évidemment très difficile d'interroger les femmes âgées sur leurs pratiques sexuelles, un domaine dont on ne parlait pas autrefois.
L'ethnologue ne peut donc en saisir la teneur que de manière détournée, par les récits de peur, de honte ou plus souvent de scandale provoqués par les comportements jugés déviants par l'entourage. Aussi a-t-elle prêté une attention toute particulière aux récits détaillés des destins individuels tragiques qu'aurait entraîné la transgression de ces normes sociales implicites. Et les récits, loin d'être anecdotiques, sont à même de mettre au jour. Il en ressort que les grossesses considérées comme tardives ne sont pas les bienvenues. Les termes ne manquent pas pour désigner l'enfant qui arrive trop tard. Les femmes se désolent quand elles apprennent qu'elles sont enceintes. L'une d'elles, par exemple, dont l'aînée a 12 ans, raconte à l'ethnologue « Alors là, j'ai pleuré comme une madeleine. Un enfant tous les 3 ans, non, ce n'était pas possible. Je ne savais plus quoi faire. Quelle honte, tu te rends compte? 12 ans après, qu'est-ce qu'on allait penser de moi ?» Une autre, face à un retard de menstruation, envisage immédiatement ce qu'elle considère comme le pire. Là, je me suis fait du mauvais sang, crois-moi. Je me suis dit, on est joli si c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, mon fils aîné avait 18 ans à l'époque. Pour un peu, il aurait pu être le père. Tu te rends compte du micmac? Ici, vous voyez, la honte ne peut en aucun cas être associée à la trop grande fécondité, puisque l'aîné est en fait le seul enfant du couple. Un enfant unique, certes, mais en âge d'accéder à son tour à la paternité. Et là, est bien tout le problème. C'est parce que les enfants sont déjà grands, voire jeunes adultes, que ces grossesses deviennent honteuses. En somme, ce n'est pas parce que le corps de la mère est encore fertile qu'elle peut continuer à avoir des enfants. Une règle implicite, jamais exprimée, veut que celle-ci cesse de concevoir lorsque les enfants grandissent. Mais comme vous le savez, dans toute société, toute règle souffre exception, et il est des mères qui ne parviennent pas à la respecter, ou qui s'en fichent, comme il est dit, et qui continuent donc à procréer alors que leur premier enfant est déjà grand. Et là, les commentaires qui sont nés de l'intimité entre l'ethnologue et ses interlocutrices vont bon train pour évoquer le comportement extraordinaire des membres des familles qui font tout à l'envers. Dans ces familles, la transgression de la norme est considérée comme la cause de destins personnels singuliers, la plupart du temps catastrophiques. Alors, je ne vous raconte pas toutes les histoires qui sont relevées dans notre texte, qui racontent en gros que une telle, elle a fait ça, et bien ses enfants, crois-moi, sa fille, elle est devenue stérile, son petit-neveu qui avait l'âge de son oncle, donc tu vois un peu le micmac entre les générations, et l'oncle, en fait, il n'a jamais pu supporter cette situation, et il s'est suicidé. Donc on explique, on lit les événements, si vous voulez, qui peuvent arriver dans une famille avec cette lunette-là d'une transgression qui aurait, d'un tabou, qui aurait provoqué des catastrophes. En fait, les histoires qui nous ont été racontées, enfin qui ont été racontées à Véronique Moulinier, disent toutes la même chose. Les générations doivent être nettement séparées et homogènes quant à l'âge de leurs membres. Il est impensable qu'elles se chevauchent. On n'aime pas du tout que l'oncle soit plus jeune que son neveu. Si les chevauchements générationnels liés à des paternités tardives, surtout maintenant avec les recompositions familiales, ne sont pas rares, ce sont surtout les maternités tardives qui sont évitées, et parmi elles, non pas les premières maternités, dont il n'est pas question ici, c'est-à-dire ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas eu d'enfant et qui en ont tardivement, grâce à la procréation médicalement assistée, souvent, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas les premières maternités. Ce sont celles qui concernent des mères ayant déjà de grands enfants. C'est bien ce que montrent ces récits. La mère doit cesser de procréer lorsque ses propres enfants accèdent à la fécondité. Une manière d'affirmer qu'il y a eu ici transgression d'un tabou, que l'on peut résumer ainsi: une grand-mère ne peut à nouveau devenir mère, ou dit autrement,
le pouvoir génésique ne peut être détenu en même temps par 2 générations successives. Cette dernière formulation se fonde sur la lecture des ethnologues et démographes africanistes qui, déjà depuis de nombreuses années, ont mis en évidence l'importance et la logique de cet interdit. Et c'est parce que nous connaissions par nos lectures, d'où l'intérêt de la comparaison en anthropologie, que nous connaissions les travaux des collègues africanistes, que nous avons pu évidemment réagir à l'écoute de ces récits. Alors que disent les africanistes? Nous ne le sommes pas, mais nous nous sommes plongés dans la littérature de nos collègues et nous avons cherché qu'est-ce qu'ils disaient sur ces questions. Alors, un des premiers à avoir écrit un article fondateur sur cette question, c'est l'anthropologue Meyer Fortes, qui, en 1978, à propos des Talinsi du nord du Ghana, met en évidence l'antagonisme qui oppose le garçon premier-né et son père, la fille première-née et sa mère. Le fils premier-né et son père sont engagés, dit-il, dans un combat symbolique tout au long de leur vie, car la vitalité et la virilité croissante du fils sont censées entraîner inexorablement celle du père et donc le conduire à la mort. Et donc il y a un certain nombre d'interdits sur le fils qui permettent au père de vivre sa vie jusqu'au bout, sans qu'elle soit interrompue par la croissance de son propre fils. Et même chose, dit-il, il dit juste une petite phrase, il dit « même chose pour les filles ». Il y a une ligne sur les filles. Mais il dit lui-même quand même que, effectivement, une mère doit arrêter de concevoir, d'avoir des enfants, quand sa fille a son premier enfant. Et il dit comme si la fécondité de la fille était gagnée sur celle de sa mère. Cette règle a été très souvent observée dans plusieurs sociétés, et Meyer Fortes d'ailleurs dit que c'est des sociétés très différentes du point de vue du système de filiation, du point de vue du système économique. Donc voilà, il trouve un certain nombre de sociétés qui connaissent et pratiquent cette règle. Et l'anthropologue française qui maintenant est au Canada, qui s'appelle Chantal Collard, a travaillé chez les Guidars du Cameroun, et elle aussi, je la cite, elle dit ceci: « La succession mère-fille se fait en 2 étapes. Dès que la fille devient enceinte, la mère doit cesser de concevoir. Mères et filles ne peuvent accoucher en même temps, et si la mère le fait, elle risque de mettre en péril sa propre fille. Pour la même raison, elle ne peut pas assister à l'accouchement de cette dernière. » Donc la mère ne vient pas à l'accouchement de sa fille. Pour la même raison, elle vient aider sa fille, mais après, c'est-à-dire une fois que l'enfant est né, donc comme une grand-mère, et non pas, vous voyez, comme une mère. Le cycle du remplacement des générations, écrit-elle toujours, côté féminin, est davantage basé sur la maturité biologique de la fille que sur celle de sa mère. En effet, la période de fécondité de la mère peut être pas mal raccourcie si elle accouche d'une fille en premier, que cette dernière survive jusqu'à l'âge adulte, qu'elle se marie jeune et conçoive tôt. Il faut rappeler que dans cette société, l'âge moyen des filles au premier mariage est de 17 ans. Donc une mère peut avoir un enfant à 17 ans, elle est grand-mère à 34 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, elle arrêtera d'avoir des relations sexuelles. Donc, les soucieux de ne pas voir les générations se chevaucher, les parents cesseraient donc toute relation sexuelle lorsque leurs enfants sont en âge de procréer. Et alors, ce qui est très curieux, et qui nous a interrogés, c'est que les anthropologues africanistes, très souvent, ne se sont pas interrogés sur, justement, l'extraordinaire jeunesse de ces femmes. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des sociétés où l'âge moyen au mariage, chez nous, était de 25 ans au XVIIIe siècle, un peu moins au XIXe. Et donc, en gros, les femmes deviennent grand-mères à 50 ans. C'est à peu près l'âge de la ménopause. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point, justement, ils ont été aveugles devant cette question à cause des coutumes, disons, occidentales, de mariage tardif. Et donc, il y avait une espèce de coïncidence
entre l'âge, si vous voulez, de la ménopause, et donc on considérait qu'après la ménopause, il n'y avait plus de relations sexuelles. Alors on peut s'interroger sur le fait, s'agit-il pour ces femmes africaines d'un idéal, ou est-ce qu'elles le font vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'elles arrêtent, est-ce que c'est une réalité pratique, ou bien est-ce que c'est juste une règle qu'on énonce, comme c'est souvent le cas, hein, les ethnologues connaissent souvent ça, on dit des règles, mais ça ne veut pas dire que les gens les pratiquent. Et alors là, c'est là où l'apport de la démographie des africanistes est intéressant. On a cherché des articles d'africanistes qui s'étaient interrogés qui ont étudié dans une toute autre perspective. Vous savez, c'est la perspective de la limitation des naissances dans les pays africains aujourd'hui, etc. Et donc, il y a deux Américains, John et Pat Caldwell, qui, dans les années 74-75, ont étudié la fécondité et l'arrêt, disons, des relations sexuelles, l'abstinence à la fin de la période conjugale au Nigeria, auprès de femmes Yoruba, dans une ville précise, enfin la ville d'Ibadan, etc. Et ils ont fait des statistiques, parce qu'ils ont interrogé, ils ont fait une enquête de longue durée, et ils ont découvert que 55% des femmes de 40-44 ans dans cette ville n'ont plus de relations sexuelles, et près de 70% à 45-49 ans. Et ils expliquent que c'est parce qu'elles sont des grands-mères. Donc c'était déjà connu du côté des démographes. Parmi les femmes âgées de 40-44 ans qui n'étaient pas encore grand-mères, les 3/4 continuaient à avoir des relations sexuelles, contre le quart seulement de celles qui l'étaient devenues. Les auteurs concluent ceci, je les cite, « Les 2/3 de l'abstinence conjugale des grands-mères sont directement liées à leur statut de grand-mère, une fraction considérable lorsqu'on sait que la plupart des femmes nigérianes sont grand-mères aux alentours de 43-44 ans. » Et donc, on avait la preuve là, et d'ailleurs les démographes ont même un mot, un terme, une expression pour parler de cet arrêt des relations sexuelles. Ils appellent ça « the grandmother rule ». Bon. Rule, la règle, ou effect. Ce qui a été observé donc dans diverses sociétés africaines et mesuré en pays Yoruba, existait-il dans nos sociétés ? Alors, c'est une question qui était d'autant plus pertinente, nous semblait-il, que justement nous avions relevé ces récits dont je vous ai parlé dans la première partie de cet exposé, c'est-à-dire ces scandales liés à ce tabou qui aurait été transgressé. Et donc, il nous est venu l'idée d'essayer de vérifier si dans nos sociétés occidentales, en France en particulier, au XIXe siècle, car nous disposons d'énormes données de démographie historique qui ont été relevées à partir des registres paroissiaux et des registres d'état civil, qui pendant presque du temps où j'étais étudiante, c'était la grande folie. Je dirais que des années 70 à 90, des années 90, on a fait des centaines de reconstitutions de familles, calculé des milliers de taux de fécondité des femmes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et donc, on a des fichiers qui ont été constitués, pas du tout, évidemment, pour chercher ce que nous cherchons là, qui étaient constitués pour répondre aux questions de la démographie historique, qui étaient en gros à quel âge les femmes se mariaient, combien d'enfants avaient-elles en moyenne, à quel moment est apparue la limitation des naissances. Toutes ces questions étaient passionnantes, hein, et on y a répondu grâce à ces données statistiques. Et en particulier, on a découvert que les femmes se mariaient assez tard, contrairement à ce qu'on imaginait, etc. Donc, et qu'elles n'avaient pas 50 enfants, elles en avaient 5 en moyenne. Enfin, c'est des choses, donc, on découvrait des choses importantes du point de vue de l'histoire, hein, des populations. Et donc, nous avions ces fichiers et nous nous sommes dit, bon, on peut peut-être les utiliser, ces fichiers, en leur posant notre question. Et donc, il a fallu mettre au point, évidemment, avec les démographes, des techniques un peu que je vous passe, hein, mais qui ont permis de vérifier de manière irréfutable que oui,
dans les deux zones du sud-ouest que nous avons étudiées, c'est-à-dire les Pyrénées et le Quercy, je ne sais pas si vous voyez où c'est le Lot, Cahors, ouais. Dans ces deux zones-là, où pourtant la fécondité n'était pas la même au XIXe siècle, puisque dans le Quercy, on limitait les naissances déjà depuis longtemps, alors que dans les montagnes pyrénéennes, ça a été beaucoup plus tardif. Mais dans les deux régions, on note une différence de fécondité entre les mères qui ont marié leur fille à l'âge de 50 ans et celles qui n'ont pas encore marié leur fille à l'âge de 50 ans. Leur taux de fécondité sont beaucoup moins élevés. Donc ça veut dire qu'elles font quelque chose pour ne pas avoir d'enfants. Et que font-elles ? Parce que vous pouvez vous demander, mais quelle était la méthode utilisée ? Eh bien, dans les régions de limitation de naissance, on pratiquait le retrait. Et donc, dans ces régions-là, qui connaissaient la technique, disons, du retrait, eh ben, on l'applique encore plus. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, ces femmes et ces couples essaient de ne pas faire d'enfants quand ils sont un peu âgés et que leur fille vient de se marier. Dans les montagnes pyrénéennes où le retrait est arrivé plus tard, on s'aperçoit que l'écart est moins élevé. C'est-à-dire que plus on connaissait la limitation des naissances, plus on l'a pratiquée. Ça veut dire que cette règle était connue, si vous voulez, et que le sentiment qu'il puisse y avoir un scandale à avoir un enfant en même temps que sa fille existait bien. Donc, nous l'avons vérifié de manière statistique. Mais nous avons pu aussi retrouver et relire d'une autre manière le travail mené par une ethnologue que je citais ce matin parce que j'ai une grande admiration pour elle, Yvonne Verdier, qui, dans un livre magnifique qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire », qui étudie le destin des femmes dans des villages de Bourgogne, à Minot, elle analyse des rituels de mariage et elle analyse la littérature orale et en particulier le conte du Petit Chaperon rouge. Et à partir de ces deux données, elle a mis en évidence, il y a déjà longtemps, elle est décédée maintenant depuis une vingtaine d'années, elle a mis en évidence cette transmission du pouvoir génétique qui apparaissait dans les rituels et dans la littérature orale, mais que personne n'avait encore, pu observer ni recueillir d'informations sur ça, ou encore moins mesurer. Et donc, qu'est-ce que raconte Yvonne Verdier ? Elle s'étonne que dans beaucoup de rituels de mariage au XIXe siècle, une coutume consiste à casser les pots. On casse des pots et des marmites qui sont justement les instruments féminins, qui sont symboliques évidemment de ce qu'on appelle aussi le four, c'est-à-dire le corps, l'utérus, le corps de la mère. Et donc, on dit souvent dans pas mal d'endroits qu'en cassant le pot de la mère, donc il ne sera plus utilisé, puisqu'on le casse, le nombre de tessons de poterie nous dira le nombre d'enfants du nouveau couple. Donc il y a bien une association donc, entre la fécondité de la fille et l'instrument maternel, puisque c'est essentiellement les mères qui font la cuisine et qui se servent de ces outils. Et donc elle explique qu'il faut une destruction. Ça, je trouve que c'était fort de trouver ça à partir des rituels. Une destruction qui permet la transmission d'une génération à l'autre. Et elle écrit ceci: « La jeune fille fait passer sa mère et sa belle-mère au rang des vieilles femmes. C'est dire que dans la suite des générations, il n'y a pas simple agrégation de la jeune fille au rang de future mère, mais substitution, remplacement. » Et elle vérifie cette analyse avec le conte du Petit Chaperon rouge, qui n'est pas celui que vous connaissez peut-être de Perrault, mais qui est celui qui a été recueilli partout en Europe, qui a été codifié. Vous savez que les ethnologues se sont beaucoup intéressés aux contes populaires, et ils sont tous dans le fameux
Bon, ça fait rien. Le gros livre qu'il est Arne Thompson, qui est gardé à Amsterdam, je crois, hein, et qu'on peut aller et qui si vous voulez, résume tous les motifs de chaque conte. Et donc, on peut, c'est en ligne, je crois, maintenant, et on peut donc aller voir par qui le conte a été recueilli, quels sont les motifs de ces contes et tout. Et alors, elle a travaillé sur tous les récits des contes du Petit Chaperon Rouge, et les variantes montrent que le loup consomme cru une partie de la grand-mère et réserve le sang et une part de la chair dans la cuisine. Et quand le Petit Chaperon Rouge, parce que c'est quand même un des rares contes où l'héroïne est féminine, hein, et il y a une grand-mère, une mère et une fille. Donc c'est bien le destin féminin qui est en question dans le conte. C'est ça que le conte cherche à résoudre. Comment se fait le destin féminin? Donc la petite fille qui a un petit chaperon rouge, c'est une manière de dire qu'elle est pubère. Donc, on lui dit d'aller porter le pot de beurre, etc. Elle traverse la forêt. Alors là, on a toujours considéré que le loup, c'était celui qui, évidemment, allait lui sauter dessus et pour donc le grand méchant homme qui pouvait l'engrosser. En tout cas, c'est pas dit comme ça. Arrivé au domicile de la grand-mère, dont le loup, vous vous souvenez, a pris la place dans le lit, la petite fille a faim et elle se voit invitée par le loup à cuisiner le sang et la chair qu'il a réservés de côté et qu'elle ignore être ceux de sa grand-mère. Et cela, malgré les mises en garde tenaces d'un petit oiseau, ou dans pas mal de contes, ou dans d'autres variantes, d'un chat, qui lui révèle ce qu'elle est en train de faire. Tu es en train de manger ta grand-mère, tu es en train de manger ta grand-mère. Bon, elle n'entend pas, elle mange la grand-mère. Donc, un repas cannibale, dit-elle, certes inconscient, où le Petit Chaperon Rouge mange sa grand-mère, et dans certaines versions, c'est sa mère. Et elle conclut, elle analyse ceci dans ces termes: le motif du repas macabre du Petit Chaperon Rouge peut-il se comprendre par rapport au destin féminin qui se joue en 3 temps? Puberté, maternité, ménopause. 3 temps qui correspondent à 3 classes généalogiques: jeune fille, mère, grand-mère. Le cycle de la reproduction se trouve en effet, du point de vue de la société, bouclé quand, du fait qu'une femme devient mère, sa mère devient grand-mère. Le jeu se joue donc à 3. La petite fille élimine déjà un peu sa mère le jour de sa puberté, encore un peu plus le jour où elle connaît l'acte sexuel, et définitivement si celui-ci est procréatif. En d'autres termes, au fur et à mesure que ses fonctions génésiques s'affirment, ce que nous dit le conte, c'est la nécessité des transformations biologiques féminines qui aboutissent à l'élimination des vieilles par les jeunes, mais de leurs vivants. Les mères seront remplacées par leurs filles, la boucle sera bouclée avec l'arrivée des enfants de mes enfants. Moralité, les grands-mères seront mangées. Bon, c'est dit avec beaucoup d'humour et c'est évidemment une belle analyse. Alors, je voudrais juste, puisqu'il me reste peu de temps, mais quand même un peu, montrer que cette règle, qu'on a été évidemment très étonnés de voir à la fois chez nous, en Afrique, n'est pas universelle. Je sais que chez vous, par exemple, ici à Tahiti, ça ne se passe pas comme ça. Mais force nous est de constater qu'en Europe, comme en Afrique, la succession des générations est pensée comme une question nodale. Meyer-Fortes a souligné le caractère universel de cet instant pivot que constitue la première naissance, qui fait basculer les personnes d'une position généalogique à une autre et qui marque la première fission entre la famille des parents et les familles des enfants. C'est un moment paradoxal en ce qu'il est très attendu, désiré, alors qu'il dit aussi que tout parent est amené à être remplacé et disparaître un jour. Et donc on peut se demander si aujourd'hui, ce qu'il reste de ce tabou dans les sociétés européennes contemporaines. Déjà, il me semble, parce que je ne l'ai pas évoqué, qu'on peut interpréter peut-être certains dons en adoption dans un certain nombre de pays où elles sont très fréquentes, les dons en adoption aux parents, qui concernent souvent le premier enfant de la fille.
en Guadeloupe par exemple, hein, ou à la Martinique, aux Antilles. Souvent, le premier enfant est pris par la grand-mère, hein, et ce n'est pas le seul endroit. Hein, et on n'a jamais interprété ça en termes peu souvent en termes de compensation ou finalement du remplacement. Hein. Au fond, tu as fait une fille, mais moi je te la prends. Hein, je te la prends. Ou une fille ou un garçon. Alors ça, peut-être qu'on peut reprendre cette question de l'adoption du premier enfant et ce droit de préemption, dit Josiane Massard, qui dit que c'est les grands-parents qui ont le droit sur le premier enfant de leurs enfants. Peut-être avec cette lunette-là, c'est-à-dire se demander si ça ne correspond pas à une sorte de volonté de compensation, oui. Et puis, on peut s'interroger pour nos sociétés sur la persistance ou non de tabous sur ces maternités tardives. Alors, bon, il semblerait que la norme de la bonne succession des générations s'est déplacée plutôt sur le terrain individuel des relations psychologiques entre mère et fille, où l'on tend à l'exprimer en termes de rivalité entre les deux femmes. Par exemple, rivalité autour de l'enfant de la fille, ou rivalité entre les deux femmes autour de l'amour d'un homme, par exemple. Thème récurrent, très présent dans les fictions du XIXe siècle et dans les films aussi. Donc, on pourrait penser qu'il y a un déplacement, si vous voulez, de cette norme qui se déplace à un niveau plus subjectif, plus psychologique, et qui est peut-être renforcée aussi par la norme psy, qui consiste, et qui est divulguée dans les magazines, par exemple, etc., qui consiste à dire ou à penser que pour la mère, il faut qu'une mère sache respecter la différence de génération, ne pas se placer sur la même que celle de ses filles ou de sa fille, c'est-à-dire, par exemple, ne pas avoir le même genre de comportement, ne pas s'habiller comme elle, savoir faire la différence, ne pas créer de rivalité, hein, entre elle et sa propre fille. Savoir reconnaître qu'elle est d'une autre génération. Et donc, tout se passe comme s'il y avait un déplacement des discours sur le plan subjectif, donc de la construction des identités individuelles. On peut se demander aussi si les tabous qui portent sur les maternités tardives aujourd'hui ne sont pas un peu liés aussi à ça, même s'il s'agit le plus souvent de première maternité tardive. Hein. Mais on dit, est-ce que c'est pas dangereux pour les mères d'avoir des enfants trop tard, etc., etc. Et donc, peut-être, il peut y avoir évidemment des questions d'ordre médical, mais en réalité, les médecins disent que ces maternités-là sont très surveillées et que donc elles ne sont pas plus dangereuses que les autres, plutôt moins. Donc, peut-être on peut trouver ces déplacements ou ces transformations. En tout cas, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'un sociologue vient de terminer une enquête sur les maternités tardives, et j'ai lu son rapport, et l'une des femmes qui l'interroge, parce qu'il nous donne ses entretiens, c'est formidable, elle est remariée, elle est donc en famille recomposée, et elle est amoureuse de son nouveau conjoint, et ils aimeraient avoir un enfant, mais elle a 45 ans. Et elle dit, c'était pas possible, je ne peux pas faire un enfant. Je vais vous citer juste elle n'est pas vieille, hein, donc elle a 46 ans, celle qui parle. Je trouve ça indécent de penser concevoir à l'âge que j'avais. J'avais 46 ans, j'avais honte, vraiment honte. J'avais l'impression que c'était indécent. J'avais l'impression de transgresser un tabou. Elle le dit tel que. À l'époque où je pouvais être grand-mère, parce que j'aurais pu très bien être grand-mère. Ma première fille avait 22-23 ans à l'époque, et ça, je le vivais très mal. Donc elle finit par adopter. Mais bon. Donc c'est quand même... Il y a tous ces déplacements dont je vous parle, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire on voit bien que c'est Marc Bessin là, qui a fait cette enquête. Ça existe aujourd'hui, c'est exprimé de cette manière-là.
Donc, je vais donc terminer et conclure avec peut-être deux conclusions un peu méthodologiques et un peu plus générales. Tout d'abord, je voudrais faire ressortir quelque chose que j'ai tout à fait à cœur et je suis très heureuse qu'ici on l'ait mise en pratique, c'est l'interdisciplinarité dont témoigne cette recherche, c'est-à-dire ici l'ethnologie, la démographie, l'histoire, qui ont été convoqués pour essayer de résoudre une question sur laquelle on n'aurait pas pu réfléchir si on n'avait pas utilisé ces trois disciplines. Et le plus souvent, la démographie avait ses propres objets, les questions que je vous disais tout à l'heure, et l'anthropologie servait souvent à formuler des hypothèses. Dire, s'il y a mortalité infantile, c'est peut-être parce que les femmes cessaient d'allaiter. Donc, on se servait des hypothèses de l'anthropologie pour faire des mesures statistiques. Alors que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est les anthropologues qui suggèrent aux démographes, vous devriez regarder ça. Et donc, une des conclusions de notre papier, c'est de dire aux démographes, écoutez, on a fait une première enquête, essayez de voir si ça marche ailleurs, puisqu'on a énormément de données. Donc, pour le moment, on n'a pas d'écho. Deuxième réflexion, qui est plus une réflexion d'ordre épistémologique, c'est qu'il me semble que l'approche du symbolique, ce qu'a fait Yvonne Verdier, qui analyse des rituels, qui analyse la littérature populaire, les contes, et l'approche statistique ont été deux méthodes privilégiées pour découvrir les mêmes règles inconscientes de comportement. Des outils privilégiés pour analyser des structures inconscientes. Et donc, ces deux outils, je dirais méthodologiques, nous permettent de comprendre des structures de société et des structures inconscientes, ce qui ne s'oppose pas du tout au nouveau courant qui se développe en sciences sociales aujourd'hui, qui met l'accent sur la conscience des acteurs, les stratégies des acteurs, les rapports de pouvoir, etc. La seule chose que nous disons, c'est que tout dépend de la question qu'on nous posons. Là, pour élucider une règle, un tabou qui n'est même pas explicite dans la tête des gens, qui n'est pas clair, il n'y avait pas tellement de 36 solutions méthodologiques. Je pense que celles qu'on a utilisées étaient les bonnes pour faire ressortir ça. Maintenant, ce que fait Marc Bessin, par exemple, à propos des maternités tardives, il insiste sur les stratégies des acteurs, c'est-à-dire que font les femmes quand elles sont enceintes, tardivement, etc. C'est très intéressant aussi, mais tout dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche à faire ressortir des comportements inconscients, il vaudra mieux utiliser une méthode structurale. Si on cherche à travailler sur les rapports de pouvoir, les relations sociales, et voilà, on prendra une autre méthode. Donc je prêche d'une certaine manière pour qu'on arrête de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est le cas de le dire, puisqu'on est en plein dans les bébés, c'est-à-dire qu'on arrête de penser que parce qu'on met l'accent sur une méthodologie, la méthode qui avait été, les méthodes et les théories, et en particulier les théories structuralistes, sont à mettre au panier. Je pense que non, et que c'est une preuve que notre enquête statistique montre la validité du travail sur le symbolique d'Yvonne Verdier. C'est une preuve scientifique. Voilà. Merci.